Bonjour, je suis Hurlelou et vous êtes sur Croc et Lame. Aujourd'hui, nous sommes dans la dernière partie de notre rétrospective sur la gamme des Space Wolves. Plus question de figurines, désormais, concentrons-nous sur l'histoire des Space Wolves telle qu'elle a existé à travers les décennies, de la fin du 2e millénaire au début du 3e. Pour faciliter la lecture, pour les codex, je mettrai une première page sur les choses qui sont des faits qui s'installent dans le temps long, et en second temps, des faits qui sont amenés à changer et ou à ne plus apparaître dans les autres publications. Parfois, je consacre un volet aux œuvres contenues dans les ouvrages. Si j'en ai la possibilité, j'affiche la liste des artistes contenus dans le codex. Lorsqu'il s'agira de romans, je m'efforcerai de n'évoquer qu'en surface ce qu'ils contiennent, afin de ne pas divulgacher ces ouvrages. La vidéo sera plus longue que les précédentes, beaucoup plus longue parce que j'ai décidé de tout faire d'un coup. Donc j'espère que vous suivrez tout ça jusqu'au bout avec moi. Sur ce, trêve de préambule, commençons par là où tout a commencé. En 1987, donc, dans le tout premier livre de la toute première édition de Warhammer 40 000. Ici, peu de choses sont dites de chacun des chapitres de la Astartes, à vrai dire. Mais les Space Wolves sont chanceux. Ils sont peut-être le chapitre avec le plus d'éléments de lore dans cet ouvrage. On y trouve deux choses importantes. La première est un portrait du commandeur des Space Wolves, Leman Russ. Et oui, commandeur, pas Primarque. Ce titre n'est pas évoqué dans cet ouvrage. Il est couvert de bionique et semble particulièrement mal en point. Cette image ne lui sera plus jamais attribuée ensuite. Vient ensuite une description détaillée d'une forteresse monastère qui se trouve être celle des Space Wolves, sur la planète Lucan, pas Fenris. À travers la première édition, les choses étaient bien différentes. Le nom du maître de chapitre actuel était Enoch, et les couleurs étaient aussi différentes de ce qu'on a pu connaître ensuite. Un an plus tard est publié le premier livre, Chapter Approved. Dedans, une campagne met en scène les Space Wolves affrontant des orques. À leur tête, le commandeur Enoch mène une bataille désespérée pour la survie de son chapitre. Les Space Wolves ont même l'honneur de faire partie de la couverture de l'ouvrage. En 1991, dans l'ouvrage titré Compilation, qui est constitué d'articles tirés du White Dwarf, un texte et une illustration représentent Leman Russ et son histoire. La biographie se rapproche de ce que nous connaissons maintenant. Il a ses deux loups sur l'illustration et il est décrit comme le primarque des Space Wolves pour la première fois. On notera que l'illustration repeint assez fidèlement la figurine qu'on a vue dans notre première vidéo. Fenris est également présenté comme le monde d'origine de Leman Russ et par extension des Space Wolves. Pour en finir avec cette période, voici quelques illustrations de publications de l'époque. Certaines de la gamme épique, d'autres d'Advanced Space Crusade. Plutôt que des photos de figurines, sur le côté et au dos des boîtes figuraient des illustrations exposant des schémas alternatifs à ceux de l'artwork, sans façade de la boîte, ou simplement ceux d'autres chapitres. On peut noter une forte variation concernant le gris de la livrée des Space Wolves, qui n'est pas encore fixé à cette époque. L'autre fait intéressant selon moi, c'est les scouts qui sont nommés ici Jeunes Loups, et ce sont des scouts comme ceux des autres chapitres à ce moment-là. Ensuite, on voit sur la plus grande des illustrations sur la page que les Space Wolves ont un schéma de camouflage en cas de besoin. J'ai d'ailleurs moi-même adopté ce schéma sur l'une de mes unités pour Horus Heresy et j'envisage de le généraliser à toutes mes unités d'infiltration et d'avant-garde. L'insigne de chapitre pendant cette édition n'est pas plein. Il s'agit d'un trait figurant la tête de loup, souvent coloré à l'intérieur de jaune avec un contour noir ou rouge. En 1993, on passe à la seconde édition. Quelques articles du White Dwarf avaient précédé, accompagnant la série de figurines de la fin de la V1. Mais tout est récapitulé dans le premier livre d'un genre nouveau, paraissant à l'aube de la V2, les Codex. Les Space Wolves ouvrent la voie avec cet ouvrage qui leur est consacré entièrement. Ici, on trouve plusieurs informations de base extrêmement importantes. Le chapitre est constitué de 12 grandes compagnies, une organisation légèrement différente de celle des compagnies Astartes Codex. La 13e compagnie y est évoquée.
Le chapitre des successeurs des Wolf Brothers est également évoqué avec le fait qu'il n'en existe pas d'autres depuis. La progression dans les meutes depuis la Griffe Sanglante au Chasseur Gris jusqu'au Long Croc est établie. Pareillement, la Garde-Loup et les ordres de prêtres remplaçant les spécialistes des autres chapitres font leur apparition. De nombreux personnages nommés que l'on connaît aujourd'hui apparaissent également. Ragnar Blackmane, Njal Stormcaller, Ulrich the Slayer, Logan Grimnar et Björn Fellhand. Leur lore est relativement semblable à ce qu'il est aujourd'hui pour la plus grande partie. Pour la première fois, le sac de Prospero, le monde d'origine de la Légion des Southern Sons, est évoqué. D'autres personnages ne survivront pas à cette édition. Il faut dire qu'ils n'ont pas eu de figurine, mais juste un profil dans le codex. Certains existent toujours dans le lore, mais la majorité a disparu aujourd'hui, si ce n'est dans quelques noms d'artefacts. Par exemple, Durphas de Mordrak a laissé le Home de Mordrak, Ranulf n'a rien laissé du tout, et le Seigneur Loup Kirl Grimblood existe toujours. Après l'encart sur la boîte de Space Crusade, les scouts sont bien confirmés comme étant de jeunes recrues, mais ils sont dirigés par des sergents qui, eux, sont des vétérans du chapitre. Les insignes des grandes compagnies sont décrits, mais seulement illustrés. On ne les associe pas encore à une compagnie ou un Seigneur Loup. En somme, le symbole que l'on rattache aujourd'hui à Ragnar Crinière Noire est alors le symbole du chapitre des Space Wolves. Nous avons une première représentation du Croc par John Blanche, ainsi que des représentations de personnages. Nous avons un prêtre de fer et un sergent Griffe Sanglante qui sont illustrés par Mark Gibbons, et un portrait de Logan Grimnar qui n'avait pas encore de figurine donc en ce temps-là, et c'était la seule représentation que nous en avions, même s'il avait des règles. Je pense que ce portrait est de Wayne England, qui était spécialisé dans les portraits de personnages dans son travail sur Warhammer 40 000, mais je n'ai pas de certitude, à vrai dire. Dans le Citadel Journal, on a la première apparition d'un Predator avec une paire de canons laser jumelés de tourelles, qui deviendra plus tard le Predator Annihilator créé par les Space Wolves. D'autres concepts de chars sont inventés qui n'auront pas la même pérennité, notamment le Predator avec une tourelle blindée pour protéger l'artilleur, puisque les Predators de l'époque avaient un artilleur à l'extérieur, derrière ses armes. Ça ressemblait beaucoup trop à un Predator, mais peut-être que ça a inspiré les concepteurs à faire les Razorback que l'on connaît aujourd'hui avec une tourelle qui n'a pas d'artilleur à l'extérieur. En 1998, on passe à la V3. Énormément de hobbyistes que je connais ont commencé par cette édition. Elle signe l'arrivée du Grimdark comme style signature de Warhammer 40 000. Elle s'éloigne du style plus coloré de la précédente édition. En l'an 2000, le supplément de codex pour les Space Wolves paraît. Pour la première fois, on a un codex qui est un supplément de celui du codex Space Marines. Le cercle de pierre avec les symboles des Seigneurs Loups y fait son apparition et lie un totem à un Seigneur Loup et à sa compagnie. Les Scouts Space Wolves sont décrits comme une unité de vétérans plus que comme des novices des autres chapitres. Une description du chapitre et de son organisation et de ses croyances par un point de vue extérieur est faite, et la marque du Wolfen fait son apparition. À cette époque-là, les Space Wolves peuvent utiliser un Lehman Russ Exterminator en choix de soutien en l'honneur de leur primarque. Voici encore quelques illustrations. Là, je ne saurais vous dire qui a dessiné quoi, mais on voit des illustrations en noir et blanc encore, comme à l'époque de la V2, mais le trait plus affirmé dans ce que nous connaissons aujourd'hui, plus, si je puis dire, photoréaliste, même si on reste sur des proportions toujours de science-fiction, mais on se rapproche de ce qui est connu aujourd'hui. Les artworks sont particulièrement charismatiques sur cette période-là selon moi, mais comme c'est la période à laquelle j'ai commencé, j'ai certainement des biais. Mais c'est vrai que le trait noir et blanc va très bien aux Space Wolves, et la différence entre les figurines et les illustrations est assez, violente par rapport à l'époque, comparé à ce qui se fait aujourd'hui. En 1999, donc un peu avant la sortie du codex,
en 2000 et en 2001 sortent 3 ouvrages qui sont au sein d'une trilogie écrite par Bill King qui décrivent les aventures de Ragnar Clignard Noir depuis qu'il a été choisi pour devenir un Space Wolf parmi les tribus sauvages de Fenris, jusqu'à ce qu'il soit un membre du chapitre et qu'il évolue dans la hiérarchie. C'est également la première apparition de la relique nommée la Lance de Russe. En 2001, dans le White Dwarf numéro 258 pour les datations anglaises, et en 2003 dans la compilation d'articles Index Astartes, deuxième volume, le premier article Index Astartes sur les Space Wolves est écrit. On a une description plus détaillée de leur histoire, de leur tradition et de leur organisation. On a également la première apparition du schéma de couleur pré-hérésie des Space Wolves, qui, on pourra le remarquer, ressemble un peu plus au gris roche qu'on avait sur les Space Wolves de la première édition au niveau des illustrations. En 2003, avant la campagne Œil de la Terreur dont on parlera juste après, on a l'index Astartes de la 13e grande compagnie des Space Wolves. Plusieurs de leurs origines sont proposées avec des récits de leur disparition et de leur intervention au 41e millénaire. Donc, nous y voilà. Nous avons le codex Œil de la Terreur qui paraît, avec des règles pour la 13e grande compagnie des Space Wolves. On a l'apparition des Tueurs Gris comme un nouveau type d'unité et celle des Wolfen. D'autres unités font leur apparition qui ne resteront pas après, comme les Griffes Tonnerres par exemple. La série de romans consacrés à Ragnar Clignard Noir se poursuit en 2003 avec Wolfblade, toujours avec William King à la plume, mais ensuite les 2 autres romans qui constitueront la seconde trilogie de Ragnar seront écrits par Lee Leitner. Nous avons une première et unique apparition d'une formation spécifique aux Space Wolves nommée la Wolfblade, qui est plus ou moins une espèce de corps diplomatique des Space Wolves auprès de la maison de navigateur Belisarius. On a une description un peu plus détaillée de la rivalité qui anime les Space Wolves et les Dark Angels, qui est déjà évoquée dans les codex en fait. Et enfin, on a une rencontre entre Ragnar Clignard Noir et des membres de la 13e compagnie. En 2003, une bande dessinée dont le scénario est écrit par Dan Abnett avec une illustration faite par Carl Richardson est publiée. Elle s'appelle Lone Wolves ou Loup solitaire en français et on y voit des gardes impériaux de Valhalla sur un monde glaciaire qui rencontrent des Space Wolves et qui combattent des tyrannides. C'est assez sympathique comme nouvelle, je vous la recommande chaudement, même si elle est un petit peu compliquée à trouver aujourd'hui. Alors, en 2004 paraît un codex pour les Space Marines du Chaos, mais pas pour les codex Space Wolves. Alors pourquoi je parle du codex Space Marines du Chaos ? Parce qu'il arrive quelque chose de particulier dans ce codex-là. On y évoque les Skyrar Dark Wolves et Svein Wolfbad. Les deux n'ont rien à voir, mais ce sont des noms que nous retrouverons plus tard liés aux Space Wolves. En 2003, paraît un jeu de cartes à collectionner, Horus Hérésie, qui récapitule toute l'histoire de l'hérésie d'Horus et jette les bases de l'hérésie d'Horus telle que nous la connaîtrons plus tard, en détaillant un certain nombre d'événements tels qu'ils n'avaient jamais été détaillés autrefois. On a une apparition dedans de la 13e grande compagnie avant sa disparition, et une représentation de Lehman Russ et des divers types d'unités de Space Wolves inédits, dont des vaisseaux spatiaux. On a aussi une compilation des cartes et de l'histoire qui est faite dans un recueil, The Horus Heresy Collected Edition, qui est un ouvrage assez massif qui regroupe tout le travail fait par les équipes de chez Game Workshop avec l'éditeur Sabertooth, l'éditeur du jeu de cartes. Et c'est extrêmement intéressant comme portrait de l'hérésie d'Horus avant qu'elle n'existe. En 2009, le codex Space Wolves de la 5e édition paraît. Il y a une petite révolution par rapport à tout ce qui a existé avant. Déjà l'apparition des Cavaliers Tonnerres, des loups fenriciens et des cyberloups qui combattent réellement aux côtés des Space Wolves en tant qu'unité autonome. Avant, on pouvait avoir un Space Wolves qui était accompagné par un ou deux loups, et c'était des personnages spéciaux, notamment Ragnar Clignard Noir.
On a de nouveaux personnages spéciaux qui font leur apparition, tels que Ariak Rockfist, Lucas le Trompeur et Canis Wolfborn, et un nouveau type de personnage, les loups solitaires. Niall a l'option pour porter une armure Terminator runique, et on a une première frise chronologique qui relate les faits marquants de l'histoire des Space Wolves. C'est aussi la dernière évocation du lore lié à la campagne Œil de la Terreur. Après cela, on n'en parlera tout simplement plus pendant plusieurs publications avant qu'une nouvelle histoire de cette campagne ne soit écrite. Alors voici quelques illustrations tirées du codex Space Wolves de la V5. On notera que l'illustration centrale du personnage en pagne, en train de porter une peau de loup au-dessus de sa tête, est réemployée dans plusieurs codex plus récents. L'illustration de droite est par Adrian Smith, on peut voir, c'est signé en bas à droite. En 2009, la nouvelle 12 loups par Ben Counter est publiée chez Black Library. C'est le récit de l'attaque du cardinal Buccaris sur Fenris, récit qui fait écho à des lignes de lore qu'on avait dans les précédents ouvrages, mais qui n'avaient jamais été détaillées jusqu'à maintenant. On y décrit les 12 totems des compagnies de Fenris, ainsi qu'un 13e. En 2011 paraît l'Imperial Armour 11, The Doom of Mymera. Cet ouvrage relate la confrontation entre des Eldar vaisseaux-mondes et des corsaires contre des forces impériales, notamment de la garde impériale et des Space Wolves. On a des règles pour y jouer Bran Gueule Rouge et le lore qui l'accompagne. On a aussi une description assez extensive de la grande compagnie de Bran Gueule Rouge, de ses unités et véhicules. Le roman La bataille du Croc par Chris Wright relate la première attaque de Magnus le Rouge sur Fenris. On y évoque le chapitre disparu des Wolf Brothers. Et il y a une nouvelle qui est liée qui s'appelle The Hunt for Magnus. C'est un ouvrage assez intéressant pour plusieurs raisons, notamment par rapport à la question des chapitres successeurs des Space Wolves. En 2011, nous avons aussi la sortie très importante du roman Prospero brûle par Dan Abnett sur le sac de Prospero. On y a une description assez intéressante de l'intérieur du Croc. On a le point de vue des Space Wolves et de Lehman Russ sur la question des sorciers et de la sorcellerie, et la première apparition du vaisseau amiral des Space Wolves de classe Gloriana, dont je ne prononcerai pas le nom, je vous laisse vous débrouiller avec ce qui est écrit sur l'écran. En 2012, dans le White Dwarf anglais numéro 387, de mars 2012 donc, nous avons un petit encart avec une biographie du Seigneur Loup Harald Deathwolf et l'évocation de la possible destruction de la bande des Blood Wolves, menée par Sven Wolfbad, dont nous avions parlé dans le codex Space Marines du Chaos de la V4 un petit peu avant. Nous avons aussi un article qui parle d'eux sur le site internet de Games Workshop de l'époque, qui est totalement introuvable et que je recherche pour avoir plus d'informations. La photo que vous voyez est issue de cet article. J'ai d'autres photos de cette bande de guerre de Space Wolves hérétiques, mais je n'ai pas le contenu de l'article, malheureusement. En 2013, la nouvelle Hunter's Moon par Guy Haley, ou Guy Haley, est la première évocation des Watchpacks, des meutes réunies par Lehman Russ pour aller surveiller les primarques des autres légions après Prospero. Nous voyons ici ce qui arrive au pack qui est assigné à l'Alpha Légion. En 2013 paraît le premier tome d'une série qui ne se terminera qu'en 2020 par Chris Wright. C'est une série à propos de la meute Yarnamar, une meute qui quitte le chapitre en espérant restaurer son honneur perdu. Nous y avons des interactions avec des Kers notamment, qui sont donc les serfs des Space Wolves qui combattent à leur côté au sein des vaisseaux spatiaux ou sur Fenris quand ils sont attaqués. Le dernier roman de cette série, paru en 2020, est aussi le dernier roman des Space Wolves avec des premiers-nés comme personnages principaux. La même année paraît la nouvelle Les Griffes du Loup par le même auteur, qui est une nouvelle audio à l'origine, qui a été écrit ensuite, à propos de la bataille de la nébuleuse d'Alaxès contre l'Alpha Légion. En 2014, on a été très gâtés.
on a eu un nouveau codex Space Wolves, on a eu le supplément Champions of Fenris pour les Space Wolves donc, et un guide de peinture Companies of Fenris. Nous avons l'apparition de nouveaux personnages spéciaux jouables, c'est-à-dire Harald, Deathwolf et Murderfang, l'apparition de nouveaux blindés, c'est-à-dire le Dreadnought avec hache et bouclier, le Stormfang et le Stormwolf, le Stormrider qui est le char de Logan Grimnar. On a aussi des formations. Les formations, c'était quelque chose qui existait en V6 et en V7, qui venait à la base d'Apocalypse en V4, qui était une manière de réunir des unités en dehors du schéma de structure d'armée pour, leur donner des attributs spéciaux, des règles spécifiques au fait d'être réunis de cette manière-là, ce qui représentait les tactiques et stratégies des armées de Warhammer 40 000. Donc dans ce codex-là, on a la première formation pour les Space Wolves, qui est pas exactement la plus simple à jouer, c'est-à-dire que c'est la grande compagnie au complet. On a aussi l'apparition d'un nouveau type d'armes, les armes Hellfrost. Le système stellaire de Fenris est décrit de manière plus détaillée, et on a une description de la flotte des Space Wolves. Alors désolé pour la photo pas spécialement bonne, j'ai pas réussi à en avoir avec une bonne résolution, j'ai pas de bon appareil à disposition actuellement. Donc la flotte du chapitre des Space Wolves est décrite comme ayant 2 forces stellaires de classe Ramillies dans le système fenricien, c'est-à-dire Gormen Jarl et Mjolnir, 8 barges de bataille, 30 escadrons de croiseurs d'attaque et plus de 40 escadrons d'escorteurs. Alors pourquoi je reviens là-dessus? C'est parce que dans Battlefleet Gothic, on dit qu'un chapitre qui a 3 barges de bataille est déjà un chapitre relativement riche et puissamment doté. Une barge de bataille permet le déploiement de l'équivalent de 3 compagnies Codex, et un croiseur d'attaque Space Marines permet le déploiement d'une compagnie complète. Donc on peut voir une capacité spatiale pour les Space Wolves particulièrement impressionnante décrite dans ce codex. Ce qui n'est pas étonnant parce que c'est la moitié de la flotte des Space Wolves de l'époque de quand ils étaient une légion, vu qu'elle a été divisée en 2 quand ils ont fondé les Wolf Brothers. Le système de Fenris, donc disais-je, est décrit plus en détail. Nous avons l'œil du loup qui est l'étoile du système, donc nous avons la planète Frostheim avec sa lune Svelgard, et nous avons Midgardia ainsi que Fenris donc et sa lune Valdrmani. Fini les illustrations en noir et blanc uniquement, maintenant les codex sont intégralement en couleur, et ça a de la tronche aussi. Le charisme est différent, mais ça reste assez beau. J'aime beaucoup aussi ces illustrations qu'il y avait pendant la période V6, V7, où on représentait les armes spécifiques d'une armée sur une page comme ça. Je trouve que c'est très agréable à voir, et ça permet à un débutant de voir à quoi correspondent les armes qui sont sur les figurines qu'il a achetées en fait. Nous avons donc un supplément au codex sorti précédemment, qui est le supplément Champions of Fenris. Les champions de Fenris, ce sont la compagnie de Logan Grimnar, le maître du chapitre des Space Wolves. Nous avons de nouvelles formations pour cette grande compagnie. Vous avez la liste qui est affichée sur votre écran. Ça permet de jouer soit une unité très spécifique, par exemple les Void Claws, c'est juste une unité de 5 garde-loups Terminator avec des griffes éclairs, ou griffes de loup à l'époque, mais certaines sont un peu plus complexes, comme par exemple la Wolfguard Thunderstrike qui réunit une unité de Terminator, une unité de garde-loup en armure énergétique dans un drop pod pour une seule formation. Et nous avons la formation Champions of Fenris qui réunit toutes les autres formations du livre. Là aussi on a des illustrations, mais je trouve elles sont pas moches.
mais elles sont différentes de ce qui a pu se faire dans les autres ouvrages. Mais on a d'autres styles qui sont abordés et c'est pas inintéressant. Bon, après, c'est un ouvrage sur la grande compagnie de Logan Grimnard, donc on a surtout des illustrations de Logan Grimnard. Donc cette même année, on a un guide de peinture avec du lore sur les compagnies de Fenris, où on a un détaillage de plusieurs grandes compagnies, les Fire Howlers, les Death Walls, les Iron Walls et les Champions of Fenris. Il faut savoir que dans le codex, on avait un détaillage de la grande compagnie de Ragnar, par exemple. Ce qui fait que nous avons, si on compte le livre Imperial Armour, 6 grandes compagnies sur 12 de décrites à peu près dans le détail. Ce qui n'est pas inintéressant. Mais c'était avant les événements qui vont pas tarder à être évoqués. Nous avons des illustrations de Seigneur Loup qui n'ont pas été représentées jusqu'à maintenant, notamment Egil Ironwolf et Sven Bloodhowl, qui malheureusement vont décéder et laisser leur place dans le futur. Un an après, paraît la trilogie Sanctus Reach. Pendant la 7e édition, il y avait des campagnes qui fonctionnaient avec un schéma très spécifique. Un premier livre de campagne, ensuite une boîte avec 2 armées, un livre de règles et un petit supplément de campagne qui relatait l'opposition entre ces 2 armées, et un 3e livre de campagne. Les Space Wolves ont eu le droit au leur dans la campagne Sanctus Reach, qui les oppose aux orques. Dans Stormclaw, on a l'apparition en figurine et avec beaucoup plus de lore de Chrome Dragon Gaze. Il y a une formation spécifique à la boîte qui est l'élite d'œil féroce, qui est en fait le contenu de la boîte très exactement. Dans le tome suivant, d'autres grandes compagnies interviennent, notamment celle de Ragnar Crinière Noire et celle de Logan Grimnard. On a des petites formations pour eux et un petit peu de lore de comment se battent ces grandes compagnies au cours de cette campagne. Dans l'Imperial Armour War Machine of the Lost and the Damned apparaît un Fellblade des Dark Wolves, de ce qu'on appelle la Company of Steel. Les Dark Wolves donc, qui avaient été évoqués dans le codex de la V4 et qui ici sont établis comme une bande de Space Wolves renégats au moins en partie. Leur icône de bande ressemble vraiment à une icône du chapitre des Space Wolves. En 2015 paraît la nouvelle Howl of the Earthworld par Aaron Dembski-Bowden, qui est un roman consacré au Watchpack assigné à Rogaldorn. En 2015 paraît Wolf King de Chris Wright. C'est un court roman ou une grosse nouvelle consacrée à Lehman Russ pendant la bataille de la nébuleuse d'Alaxes. On y voit le début de la réflexion sur le rôle des Space Wolves dans l'Imperium, et c'est pas inintéressant. Nous avons aussi une illustration du navire amiral des Space Wolves dont je ne prononcerai toujours pas le nom après de multiples échecs. Un nouveau roman paraît en 2015 consacré à Ragnar. C'est un récit autour des relations avec les Dark Angels et les Flèches Tireurs. En 2016, vers la fin de la 7e édition, mais pas tout à fait, paraît la campagne Warzone Fenris. Dans le premier tome de cette campagne, Curse of the Wolfen, nous avons le retour des Wolfen, donc, et de nouvelles formations pour les Space Wolves, avec tout un tas de petites nouveautés. On y voit comment les Space Wolves réagissent au retour des Wolfen. Et on peut constater comment fonctionne le chapitre au niveau tactique grâce aux formations qui sont proposées dans cet ouvrage. C'est vraiment quelque chose que je recommande à tout fan de Space Wolves de se procurer. Nous avons évidemment un roman qui retrace ce qui se passe dans cette campagne, qui est écrit par David Annandale. La même année paraît une série de nouvelles sur le site internet par Robbie McNiven, qui vont être compilées plus tard en un seul ouvrage. Et on y voit le point de vue des différents personnages des Space Wolves par rapport à tous les événements qui se passent dans la campagne Warzone Fenris. L'ouvrage s'appelle Legacy of Russ.
La suite, c'est Wrath of Magnus, qui relate le second siège de Fenris par les Thousand Sons. On y a une géographie de Fenris et des autres planètes du système qui est légèrement précisée. De nouvelles localités dans le Crow et sur Fenris sont décrites. On a également une description du secteur fenrisien avec des noms de planètes et de systèmes qui entourent Fenris. Alors on notera que ici vous avez une version anglaise de cette carte et qu'il y a un système qui s'appelle Loup-Garouine et c'est vraiment, typique de la période de la V5 à la V7 où on allait vraiment à fond dans le trip, beaucoup trop de loups sur Fenris. En 2017 paraît le livre Horus Heresy consacré à la bataille de Prospero. On y a la description des 2 légions impliquées et des Custodes et des Sœurs du Silence, mais ce qui nous intéresse, c'est évidemment tout ce qui se passe pour les Space Wolves. On y a une description de son histoire et de son organisation, et surtout de son histoire depuis avant les Manrus jusqu'à ce que les Manrus prennent les rênes de la Légion, les batailles principales auxquelles ils ont participé, comment ils se sont forgés comme Légion entre les troupes originaires de Terra, celles levées sur Fenris. Et ça me paraît relativement important à mettre en relation avec ce qui se passera plus tard. Nous avons Enoch Radvin qui est décrit comme le premier maître de la 6e Légion avant l'arrivée de Lemanrus. Ce qui est un clin d'œil au maître de chapitre qui a été décrit dans Rogue Trader. De nouvelles unités spécifiques à la Légion apparaissent. Nous avons les tueurs gris donc, qui viennent aussi de ce qui avait été fait pour la 13e Grande Compagnie dans le Codex Œil de la Terreur, mais aussi les morts jurés, les Varagir qui sont les garde-loups en armure Terminator consacrés à la première compagnie des Space Wolves. Nous avons des personnages spécifiques à la Légion, les Jarls, équivalents des prétors de Légion ou tout simplement de capitaines, les Thegn, qui sont leurs lieutenants ou chefs de bataille garde-loup, dirait-on aujourd'hui, le jeteur de runes qui est simplement un prêtre des runes, le parleur aux morts qui est tout simplement le prêtre loup. Nous avons aussi des personnages uniques, le primarque Lemanrus, ses 2 loups, Freki et Jerry. Nous avons aussi Gaigor Fellhand, le personnage qui était dans la boîte Burning of Prospero. Et nous avons un des Jarls qui dirige une grande compagnie, Varl Redblade. Un roman consacré à Lemanrus paraît en 2017 sous la plume de Chris Wright. C'est le récit du premier duel entre Lemanrus et Lionel Johnson et la description de leur relation par la suite. C'est vraiment un ouvrage majeur pour comprendre ces 2 primarques. Sort ensuite le roman Wolfsbane, qui est à propos de l'assaut du vaisseau d'Horus par Lemanrus et sa légion, et il y a une grande importance de la lance de Russ, ou la lance de l'empereur plutôt, et c'est quelque chose d'important aussi. La même année sort le codex des Space Wolves pour la 8e édition. Il y a l'intégration des Primaris au chapitre, qui n'est pas forcément la plus à droite. Nous avons l'évocation de la possibilité de chapitres successeurs et l'intégration de l'intercepteur Stormhawk qui vient normalement des listes des chapitres codex. Dans le roman Dark Imperium qui est lié à la boîte de base de l'édition, nous avons la première évocation du chapitre des Wolf Spears, qui est un successeur des Space Wolves au travers d'un des personnages du roman. En 2018, paraît un roman sur Lucas le Trompeur. On y découvre son point de vue sur son chapitre et la manière qu'ils ont de cohabiter avec les habitants humains de Fenris. La même année sort un roman titré Les Cendres de Prospero par Gavin Thorpe.
Niall part enquêter sur Prospero, il est accompagné par Lucas le Trompeur, et il y a une présence de la 13e compagnie que je vous laisserai découvrir dans ce roman. La nouvelle De l'âme métaphysique décrit la relation entre Valdor et les Manrus au travers de ces deux lances qui leur sont toutes les deux offertes par les Manrus et qui sont deux lances qui sont sœurs. On y voit notamment les capacités mystiques de ces lances qui sont très importantes. Pour la fin de la 8e édition, une série de campagnes nommée Psychic Awakening paraît. Chacune met en scène plusieurs factions de l'univers de Warhammer 40 000. Une est dédiée à l'opposition entre les Space Wolves et les Orques, encore une fois, mais cette fois-ci pendant la période connue sous le nom d'éveil psychique. On y décrit comment Ragnar est primarisé et l'intégration des Primaris Vanguard au chapitre. Dans la boîte Prophecy of the Wolf, qui accompagne la sortie du livre de campagne précédent, nous avons un petit livret qui décrit la confrontation entre Ragnar Blackmane et Ghazghkull Mag Uruk Traka. C'est pas inintéressant, mais pas indispensable non plus. Un nouvel index Astartes sur les Space Wolves résumant leur lore connu à ce moment paraît dans le White Dwarf numéro 452 en 2020. Je dois dire que j'étais relativement, je dis bien relativement, déçu par cet article parce qu'il n'était pas aussi révélateur que l'article Index Astartes qui était paru au début du siècle. Alors là, c'est une petite incartade, mais dans les White Dwarf numéro 452 et 459 parus en 2020, paraissent dans la section consacrée aux productions des membres de l'équipe du White Dwarf, un petit chapitre successeur perso d'un des membres de l'équipe, Sophie Bostock, qui sont les Moon Eaters. Dans le Codex Space Marines de 2020, de nouvelles unités sont, intégrées plus ou moins aux Space Wolves, dans le sens où elles deviennent accessibles à un joueur Space Wolf. Nous avons le Tech Marine avec Servo Harnais, les Centurions d'Assaut et Devastator, le Dreadnought Ironclad, les Motoscouts, le Cadon Thunderfire, le Landspeeder Storm, l'escorteur Storm Talon et l'escorteur Storm Raven. Ce qui fait beaucoup de nouvelles technologies à ajouter à votre chapitre si vous le souhaitiez. Le supplément de codex des Space Wolves paraît la même année, et dedans, on y a des choses pas inintéressantes. Nous avons notamment la déclaration des meutes sœurs faite par Logan Grimnar, qui accueille, si je puis dire, les nouveaux chapitres Space Wolves comme des frères des Space Wolves, et leur propose à tous de les accueillir dans la culture fenricienne et de leur donner tout ce qu'il faut pour pouvoir devenir de vrais fils de Russes et de Fenris. Nous y avons l'évocation du chapitre successeur des Wolf Spears avec une illustration, notamment, qui est assez jolie, et l'apparition d'un nouveau type d'unité, les Molos de Morkai. En 2020 paraît un petit recueil de nouvelles dédié aux Space Wolves. Je n'ai pas grand chose à en dire, mais voilà. Mais nous avons là quelque chose de plus intéressant. L'année suivante, dans le White Dwarf numéro 468, nous avons un index Astartes sur les Wolf Spears. Et là, c'est la totale. On a leur histoire, leur organisation, leur iconographie. On a l'évocation d'autres chapitres successeurs, notamment les Ice Fangs, et un guide de peinture complet sur les Wolf Spears, ainsi que des planches de décalcomanie offertes avec le magazine. La même année, le roman The Wolf Time par Gavin Thorpe paraît. C'est l'histoire de l'intégration des Primaris dans le chapitre dans le cadre de la série L'Aube de Feu. On y apprend le rôle que Robert Gilliman compte donner aux Space Wolves
dans sa bataille pour reconquérir l'Imperium dans sa totalité et le réunifier, notamment en les envoyant combattre la WAG de Gazgul et tout ce qu'il y a autour. On y apprend un certain nombre de choses intéressantes, notamment que les Space Wolves maintiennent des archives écrites, comment ils traitent leurs serfs, et on a un petit aperçu de la vie sur Fenris après l'attaque de Magnus le Rouge. Dans le roman Huron Blackheart, Master of the Maelstrom par Mike Brooks, on voit une description des Red Wolves. Les Red Wolves sont une bande de Red Corsairs qui sont issus du chapitre des Space Wolves. Donc. Dans le Liber Astartes de la nouvelle édition de Warhammer The Horus Heresy, nous avons l'apparition d'un nouveau type d'unité pour les Space Wolves qui sont les Trackers Gris, très légèrement différents des Tueurs Gris. Les Tueurs Gris sont légèrement plus portés sur le corps à corps et les Trackers Gris légèrement plus portés sur le tir, mais les deux sont habiles dans les deux domaines. Dans l'Exemplary Battle, The Battle of Trisolian Vengeful Spirit, nous avons l'apparition des Yorloon Hunters, qui était une unité parue sur une des cartes du jeu de cartes à collectionner de 2003 d'ailleurs. C'est une unité de Space Wolves qui utilise des pistolets lance-flammes et des lance-flammes. Et nous arrivons vers la fin, la dernière publication pour les Space Wolves à ce jour, c'est-à-dire le codex, ou plutôt le supplément de codex des Space Wolves pour la 10e édition. Pour la première fois, les chasseurs gris et les griffes sanglantes sont des primaristes. Nous avons de nouvelles unités qui apparaissent avec les preneurs de tête garde-loup, et le Storm Rider est décrit comme étant détruit. Deux des compagnies qui ont perdu leur seigneur loup respectivement pendant le siège de Fenris et pendant la chute de Cadia ont changé de seigneur loup et de totem. Nous n'avons pas d'évocation des chapitres successeurs dans ce codex. J'ai des petits soucis avec ce codex dans le sens où je trouve qu'il n'apporte pas autant de données sur le lore que ses prédécesseurs pour quelqu'un qui débuterait avec les Space Wolves, et je trouve ça dommage. Si vous commencez les Space Wolves aujourd'hui, je vous encourage vivement, si ce n'est à acheter, au moins à consulter les précédents codex qui sont sortis. Pas pour la partie sur les règles, c'est pas ce qui est le plus intéressant, mais pour la partie sur le lore. On notera également la disparition des unités de Molosse de Morcaille, pour je ne sais quelle raison, et la disparition des Stormwolf et Stormfang, ce qui est un crève-cœur pour moi, mais ce n'est pas très grave non plus, c'est pas non plus les unités les plus indispensables de l'armée. Voilà, nous avons fait un bilan assez large de ce qui est paru pour les Space Wolves. Je pense qu'on est sur un panorama relativement exhaustif. J'ai essayé de ne pas trop en révéler pour vous donner envie d'aller consulter ces ouvrages, de lire ces romans, ces nouvelles. La majorité de ces romans et nouvelles sont disponibles sur le site de la Black Library, au moins en format virtuel. Pour les formats papier, ça reste plus compliqué parce que c'est toujours des tirages relativement limités, même si c'est pas dit comme édition limitée, les tirages sont limités, toujours. Pour les vieux codex, là il va falloir compter sur les anciens joueurs, soit pour vous les procurer, soit pour vous les prêter, au moins pour que vous les lisiez. Mais voilà, n'hésitez pas à fouiller dans toutes ces archives parce qu'il y a vraiment des petits trésors, des jolies illustrations, des petits passages de lore un petit peu croustillants, et c'est intéressant de pouvoir regarder à travers le temps tout ce qui a pu exister. Sur ce, je vous rappelle que vous pouvez toujours mettre un pouce si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas surtout à commenter cette vidéo pour me dire, je ne sais pas, par exemple, quel ouvrage vous avez préféré dans tout ce que vous avez pu lire sur les Space Wolves, ou ce que vous aimeriez savoir dans le futur. Partagez cette vidéo avec vos camarades, dites-moi quand vous avez commencé, ce genre de choses.
Ce serait vraiment très intéressant pour moi aussi. Mes réseaux sociaux sont toujours disponibles en commentaire de la vidéo si vous voulez voir ce que je fais au niveau figurines et ce que je peux vous préparer pour la suite. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche évidemment. Et sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée et surtout, amusez-vous bien.